Matin. Donc, je vais revoir un peu ce qu'on a fait la dernière fois, comme d'habitude, pour remettre les choses dans la tête. Je ne vais pas y passer non plus 2 heures parce que je pense qu'on est allé assez lentement. Je vais vous réexpliquer ce qui est vraiment fondamental et ce que vous pouvez un petit peu, disons, survoler si ça vous paraît trop complexe. Ça, on avait déjà revu une fois, donc on ne va pas le revoir une deuxième. Voilà. Alors, je vais juste vous reprendre rapidement ce qu'on a dit sur l'optimisation. Donc, première chose, souvenez-vous qu'on parle depuis le début de dériver d'une fonction à plusieurs variables. Donc, c'est tout ce qu'on a fait jusque-là avec l'optimisation d'une fonction qui a plusieurs variables, les dérivées partielles, la hessienne. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un maximum, un point cell qui est un minimum dans une direction, un maximum dans l'autre, donc un équilibre qui s'appelle métastable parce qu'il est stable dans cette direction-là. Si on perturbe dans cette direction, la boule revient, mais si on la perturbe dans cette direction, elle va à l'infini, et donc on la perd. Donc on a un équilibre qui n'est pas complètement stable, ni complètement instable, ça s'appelle métastable. Et voilà, donc ça en physique, c'est assez utile. En ingénierie, en général, ça n'arrive pas. Les ponts sont soit stables, soit par terre. Donc, on ne se pose pas trop de questions à savoir s'ils sont à moitié stables ou pas à moitié stables. Ils sont en général stables, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir de telles situations qui arrivent. Voilà, donc on a vu la dernière fois que pour trouver les points critiques, on s'y prenait de la manière suivante. Donc, on calculait d'abord toutes les dérivées, donc toutes les dérivées partielles par rapport à d'abord une variable. Donc, on a vu qu'on calculait la dérivée par rapport à x, par exemple, et ensuite on calculait la dérivée seconde par rapport à x. De la même manière, on l'appelait d'ailleurs fxx, parce que c'est plus rapide. Ensuite, on calculait la dérivée par rapport à y une fois, puis 2 fois, et ça nous donnait la dérivée fyy, ce qui veut dire dérivée seconde de f par rapport à y. Puis, on calculait la dérivée mixte, c'est-à-dire d de f sur d rond x, d rond y. On a vu que ça se notait xy, donc f indice xy, que la somme de ce qu'on avait en bas était égale à ce qu'on avait en haut. C'était ça cette dérivée, c'était ça ce signe. On avait posé une question à laquelle j'avais répondu en expliquant qu'en bas, on avait 1 et 1, et en haut, on avait 2, mais qu'on pouvait tout à fait avoir en haut 37 et en bas 23 et 14. Ça nous donnait la même chose. Tant que la somme de ce qu'il y a en bas est égale à ce qu'il y a en haut, tout va bien. Okay ? Et ça, ce n'est pas important pour vous, c'est juste pour que vous compreniez la notation. On n'aura jamais des cas avec D48, F, D37, 11. Ça ne va pas arriver. Okay ? Donc, ensuite, on a dit que la dérivée seconde, si on calculait d'abord par rapport, mettons, à x, puis à y, on trouvait exactement la même chose que si on dérivait d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. Pourquoi ? Parce que la fonction est de classe C2, ça veut dire que c'est une fonction qui a 2 dérivées continues. C'est-à-dire on la dérive une fois, on obtient encore une fonction continue, on la dérive encore une fois, on obtient encore une fonction continue. Je n'ai jamais défini ce que veut dire fonction continue, mais vous pouvez vous dire dans votre tête, ça c'est une fonction continue, mais ça, c'est pas une fonction continue. Donc un escalier, c'est pas une fonction continue, et quelque chose qui varie de manière lisse, c'est une fonction continue. OK ? Donc ça, par exemple, c'est continu, et la dérivée est continue. Si je fais ça, c'est une fonction continue, mais la dérivée n'est pas continue. Évidemment, la dérivée, elle fait ça. D'accord ? Bien. Donc ça, vous pouvez juste coller dans votre tête quelque part, mais ce n'est pas fondamental. D'accord ? Donc si vous ne comprenez pas complètement ce que je raconte, ce n'est pas très grave. Tout ce que vous devez savoir, c'est que la fonction doit être lisse. Mais comme en ingénierie, dans la vie de tous les jours, on a rarement des choses qui font des trucs comme ça. Donc on est tranquille. On ne va pas avoir de cas trop souvent avec des fonctions trop difficiles qui sont, comme on dit en anglais, badly behaved. Donc on va avoir des well-behaved functions. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, pour trouver les points critiques, on va directement, tout de suite, trouver tous les points x0, y0. Donc tous les points, ça veut dire tous. Ça veut dire pas un point, mais tous les points,
telle que la dérivée partielle de f par rapport à x soit égale à la dérivée partielle de f par rapport à y et soient toutes les deux nulles. D'accord? Donc ça veut dire ça, c'est 0, et, donc ça ne veut pas dire ou, mais et, ça, c'est 0. D'accord? Si on a une dimension, vous vous souvenez, on a une parabole, le max, c'est ça veut dire que la dérivée est 0. Le min, c'est ça veut dire que la dérivée est 0. Un point d'inflexion, c'est ça veut dire que la dérivée est 0. On a 3 cas. Mais comme on a plusieurs variables, il ne faut pas seulement qu'une des dérivées soit 0, mais que 2 des dérivées soient 0 si on a 2 variables, 3 dérivées 0, etc., jusqu'à n variables, n dérivées 0. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va devoir résoudre un système d'équations qui vont avoir 2 inconnus et 2 équations, avec 2 variables. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on cherche x0, y0, tel que cette première dérivée soit égale à 0, donc ça va nous donner une équation, et cette deuxième dérivée soit égale à 0 en même temps. D'accord? Donc, par exemple, on peut trouver beaucoup de points où la première dérivée sera 0, mais pas la deuxième. Donc cela, il ne nous intéresse pas. On veut les points tels que les deux dérivées en même temps soient 0. Ça, c'est vraiment important. OK? Et des fois, c'est un petit peu difficile à calculer, parce qu'on a des équations qui ne sont pas forcément des équations algébriques. Vous voyez, une équation algébrique, ce serait ax0 plus by0 égale c0, et le deuxième, ça serait a2x0 plus b2 y0 égale c2,0. Okay? Ça, ce sont des équations algébriques. Donc, on peut facilement résoudre ça en utilisant un déterminant et en faisant les méthodes de substitution ou je ne sais quelle méthode de pivot de Gauss ou autre chose que vous utilisez. D'accord? Ça, c'est trivial, n'importe qui peut résoudre. Maintenant, la difficulté, c'est si on a une équation non linéaire de x0 et de y0. Je vous explique ça parce que c'est ce que vous avez avec Camilo dans la... je ne devrais pas l'appeler f, c'est pas grave, égale A0, et on aura gx0, y0 égale b0, par exemple. Voilà, vous aurez 2 équations comme ça, mais f et g, ce sont des fonctions non linéaires de x0 et y0. Par exemple, vous aurez x0, y0 égale 2, et vous aurez x0 plus y0 carré égale 3. Voilà, il faudra résoudre ça. Par exemple, hein, je dis au hasard. Donc ça veut dire, ça, il n'y a pas de méthode dans le chapeau, comme Gauss. Ça, c'est pas le chapeau. Il a quand même passé du temps pour comprendre comment faire. Mais x0, y0, c'est un produit, donc ce n'est pas une somme. Donc ça veut dire que ce n'est pas une équation linéaire, c'est une équation non linéaire. On reverra ça quand on fera les équations aux dérivées partielles. Donc comme x0, y0 n'est pas une fonction linéaire de x0 et y0, c'est une fonction non linéaire, donc on ne peut pas juste résoudre comme ça. Il n'y a pas de méthode. Okay? Aucune méthode. Ça n'existe pas. Numériquement, oui, mais à la main, il n'y a pas de méthode. Donc, il faut le faire au feeling. Donc, évidemment, ici, qu'est-ce que je ferais si j'avais cette équation? Je calculerais x0 en fonction de y0. Donc, x0 égale 2 sur y0. Je remplacerai dans le premier, ce qui nous donnerait 2 sur y0 plus y0 carré égale 3. Je réduis au même dénominateur. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2 plus y0 cube divisé par y0 égale 3. Donc, 2 moins 3y0 plus y0 cube égale 0. Ensuite, j'ai un polynôme du troisième degré que je peux factoriser en utilisant des solutions particulières, et ensuite je peux diviser les polynômes l'un par l'autre, par exemple, si on sait faire, et si on ne sait pas faire, on résout l'équation du deuxième degré avec le discriminant, et voilà. Donc ça, c'est une équation relativement faisable. Problème, c'est dans le cas où on a des équations générales. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas toujours complètement trivial. Celle qu'on vous donnera à l'interrogation en janvier, ce sera toujours facile. Et si c'est difficile, on vous expliquera comment faire. D'accord? Donc, il n'y a pas à se stresser. OK, donc on récapitule. On cherche tous les x0 et y0 tels que ces deux trucs soient 0. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, exactement, alors pas n'importe où, à ces points-là, à x0, y0, à tous ceux qu'on a trouvés, d'accord? Tous ceux qu'on a trouvés ici, on va calculer la matrice hessienne. Et pour chaque point, indépendamment, d'accord, on va faire ça pour chaque point. Par exemple, on aura un point comme ça, on aura un autre point comme ça, on aura un point comme ça. D'accord, on va trouver pour chaque point, on va calculer la matrice hessienne. Et on va en calculer le déterminant. Donc ça, on en a parlé la dernière fois. Qu'est-ce qu'un déterminant? C'est ça. Encore une fois ici,
il y a ceux qui veulent aller plus loin, peuvent essayer de comprendre ce que veut dire le déterminant. Ceux qui veulent juste comprendre comment faire le problème peuvent juste apprendre par cœur que le déterminant, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Voilà. Donc, 1 fois moins 1, moins 1 fois 1. Et ça vous donne le déterminant. Vous l'apprenez par cœur si vous voulez, vous l'écrivez sur une feuille de papier A4 que vous amenez à l'interrogation ou alors vous comprenez d'où ça vient si ça vous intéresse. Ok, donc une fois que vous avez le déterminant, vous avez 3 cas différents, un peu comme dans les trinômes du second degré, ax carré plus bx plus c égale 0. Si vous avez le même cas, un discriminant, donc le discriminant dans ce cas-là, c'est le déterminant, soit il est positif, soit il est négatif, soit il est nul. Donc, premier cas, déterminant est positif et la dérivée seconde est positive. Donc là, on a vraiment un cas trivial de minimum local. On peut même le dessiner comme ça. Donc c'est un minimum local. Si le déterminant est positif mais la dérivée seconde est négative, on a un maximum local. Pourquoi ? Parce que on voit bien ici la dérivée est positive, d'accord ? En 1D, c'est évident. En 2D, c'est aussi évident. Si la dérivée seconde est négative, on a le bol inversé, d'accord ? C'est instable. Vous pouvez vous souvenir de ça en physique, quand vous ferez ça, ou en matériaux, quand vous aurez quelque chose dont la dérivée seconde est négative, ça sera un cas instable. Donc quand vous avez une énergie potentielle, vous trouvez un zéro, d'accord ? C'est toujours ça qu'on fait en physique, on cherche le zéro de l'énergie potentielle. Si la dérivée seconde de l'énergie... on cherche les points d'équilibre, donc stable ou instable. Donc on cherche les zéros de la dérivée de l'énergie potentielle, puis ça nous donne différents points, et on analyse, on regarde la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, on va être dans un cas de stabilité, une dérivée seconde négative, un cas d'instabilité, mais on peut aussi en thermodynamique avoir des cas métastables, et ça, c'est ce cas-là dont on a parlé plusieurs fois. Okay ? Donc ça, c'est simple. Et le seul cas qui n'est pas simple, c'est le cas où le déterminant est nul. Voilà. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas être certain d'avoir un minimum, un maximum ou un point cell. Donc ensuite, on a fait des exemples. On ne va pas refaire tout ça. Vous pouvez les refaire à la maison. Vous allez en faire avec Camilo. Et maintenant, on va donc revoir ce qu'on a fait en optimisation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en optimisation ? Alors ça, c'est intéressant. Vous savez ce que c'est ? C'est un gobelet recyclable. Donc, ça se mange, apparemment. J'ai appris ça il y a 2 minutes. Alors, j'espère qu'il ne fondra pas plus vite que j'aurai fini le cours. On verra. Donc, la dernière fois, on a dit, OK, maintenant, on arrive à calculer des dérivées premières, on arrive à calculer des maximaux, des minimaux, etc. Donc, ça nous intéresse de voir comment on fait de l'optimisation. Parce qu'en fait, toutes ces dérivées et ces trucs que je vous montre, ce n'est pas juste parce que c'est joli, c'est aussi parce que c'est utile. Donc, quand vous voulez, par exemple, faire une optimisation dans votre travail plus tard, eh bien, je ne sais pas les cas que vous aurez exactement, ça dépendra de votre spécialité, mais vous aurez toujours des choses à optimiser. Le volume de béton, la surface du pont, le nombre de résistances dans un circuit, enfin, la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner une machine. Enfin, je ne sais pas dans quel cas exactement vous aurez ça, mais vous aurez toujours des problèmes à optimiser. Ça, c'est le problème de base. Donc, j'ai pris juste un exemple simple que je trouve assez intéressant parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on choisit la hauteur d'un conteneur en connaissant son volume pour minimiser sa surface. Donc, la meilleure manière de faire, c'est une sphère, mais si on ne veut pas faire des choses sphériques, on ne peut pas. Donc, on va se dire, tiens, on va faire un cylindre. Quelle doit être la hauteur en fonction du rayon pour que le volume, je puisse mettre le plus de choses possible dans mon conteneur, mais j'ai besoin du moins de matériaux possible pour le fabriquer. Ça, c'est une question hyper logique. Si je veux faire un réservoir de gaz, par exemple, je ne vais pas m'amuser à fabriquer un réservoir de gaz avec trop de matériaux, parce que ça me coûte plus cher, donc je veux minimiser le coût. Et quand on voit les réservoirs de gaz, d'ailleurs, on se rend compte qu'ils sont tous cylindriques. Donc, ce n'est pas par hasard. Et en plus, ils sont cylindriques, et je suis prêt à parier que la hauteur est égale à 2 fois le rayon.
parce que c'est ce qu'on a trouvé. Donc, on a calculé tout ce truc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit « OK ». Donc là, ça devient un petit peu complexe. Okay. Donc, ça, si vous avez une question comme ça au test, pour l'instant, ce n'est pas défini si oui ou non, j'en ai jamais mis jusqu'à maintenant, mais si y en a une comme ça, je peux vous promettre que tout sera, bout par bout, il n'y aura rien à inventer. Vous ne devrez pas connaître la méthode. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'apprendre la méthode par cœur, comme un abruti. Il faut juste être capable de suivre la méthode, c'est tout. Donc, il faut juste savoir faire des calculs. Il n'y aura pas, je ne vais pas vous dire, trouvez-moi la forme optimale pour faire A ou B. Ça ne va pas arriver. Je vous dirai, voilà, soit f, la fonction objective, f est une fonction de deux variables, prouvez que f s'écrit 2πr carré plus 2πrh. Okay. Comme ça, je vous donne la solution, et si vous ne trouvez pas, vous pouvez quand même l'utiliser après, parce que sinon, c'est vraiment impossible. D'accord ? C'est pas ah oui, il n'y aura jamais au test de problème à tiroir. Ça veut dire que la première question n'est jamais nécessaire pour résoudre la deuxième question. Parce que je n'ai pas envie de vous perdre tous. Ça ne sert vraiment à rien. Ce genre de problème, je trouve ridicule. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, le but, c'est que vous fassiez le plus de choses possible, pas que vous soyez bloqué à la première question. D'accord ? Donc ça n'arrivera pas. Si jamais vous devez calculer quelque chose, je vous donnerai le résultat, je vous demanderai de prouver que c'est ça, mais je ne vous laisserai pas tomber avec un calcul pas fini pour que vous ne puissiez pas continuer. C'est vraiment de la pure méchanceté, ça n'a aucun intérêt. OK, donc là, qu'est-ce que c'est que cette fonction objective ? C'est un volume plus une surface. Okay, donc c'est un volume, pardon. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est une surface, excusez-moi. Donc, ça, c'est une surface de πr carré plus 2πrh. Donc, ça, c'est la surface du cylindre. Toute la surface, le haut, le bas et la surface latérale. OK, ensuite, je vous dirai, maintenant, on veut une contrainte. On a une contrainte, et la contrainte, c'est quoi ? C'est que le volume doit être égal au volume target, c'est-à-dire au volume désiré. Ça, c'est le volume qu'on veut. D'accord ? Ça, c'est le volume désiré. Donc, c'est celui qu'on veut. Et donc, vous voyez que la contrainte, ça s'écrit comme quelque chose qui est égal à 0. La dernière fois, d'ailleurs, en l'écrivant, je me suis trompé, si vous vous souvenez. La contrainte, c'est G de quelques variables égale 0. D'accord ? Ça va être la contrainte. Donc, si on veut que ce volume soit égal à V0, donc si on veut que ce volume-là, ici, soit égal à V0, il faut que la contrainte soit une fonction nulle. C'est toujours comme ça. Donc les contraintes, elles sont soit nulles, soit strictement positives, soit strictement négatives. Donc j'ai donné ces notes de cours à revoir à un de mes collègues pour qu'il me donne des conseils si c'était ce que je pouvais améliorer. Il m'a dit ça serait bien d'avoir des contraintes unilatérales, ce qui veut dire des contraintes avec des inégalités et pas seulement des égalités. Et je trouve ça trop complexe pour l'instant, donc j'ai décidé de ne pas le faire. Mais ça voudrait dire, par exemple, trouver la contrainte telle que, supposons qu'on résolve un problème avec cette table-là, un problème mécanique, si je lâche cet objet, il ne peut pas passer à travers la table. Donc il peut aller jusque-là, mais pas plus loin. Donc il a une contrainte unilatérale, ça ne vient que d'une direction. D'accord ? Il ne peut pas aller dans l'autre sens. Okay ? Ça arrive en contact, en frottement, etc. C'est beaucoup plus complexe qu'une contrainte avec une égalité. Je me suis dit, déjà, c'est assez complexe comme ça, on ne va pas commencer à rajouter des complexités. Je verrai l'année prochaine peut-être, selon comment vous réagissez cette année. OK, donc maintenant, la méthode pour optimiser, il y en a beaucoup. Pour l'instant, on va supposer qu'on peut tout faire à la main, c'est-à-dire analytiquement, sans avoir à recourir à un calcul numérique. Mais en général, on ne peut pas, il faut être clair. Donc, le problème, c'est toujours le même, on minimise. Alors, vous inquiétez pas de ces notations un peu barbares. Tout ce que ça veut dire, vous pouvez l'écrire en français dans le texte, ou en anglais, ou en allemand, ou en je ne sais quelle langue, c'est pareil. Donc, on minimise la fonction f par rapport aux variables r et h. Ça veut dire on cherche r et h tel que ce truc-là soit minimum et que ce truc-là, la contrainte, soit respectée, c'est-à-dire 0. Voilà ce qu'on fait.
Donc on cherche R et H tel que F soit minimum et que G soit nul. D'accord? C'est tout ce que ça veut dire, ce charabia. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est hyper simple. On va dire, normalement, si je faisais une optimisation, okay, je dirais, je cherche les dérivées partielles de f. Pourquoi? Parce que je veux minimiser f. Donc, vous vous souvenez, quand on veut minimiser, on prend les dérivées partielles par rapport à r, les dérivées partielles par rapport à h, on dit que ces trucs doivent être égaux à 0, on en déduit que c'est un minimum ou un maximum selon la valeur de la dérivée seconde, on regarde la matrice hessienne et tout le truc, etc. Ok, là, c'est pas seulement f qu'on veut minimiser, mais c'est en plus, on veut la contrainte. Donc la contrainte, ce qu'on s'est dit, c'est, ok, comment est-ce que je peux faire pour... Parce que je n'ai pas envie de refaire une autre méthode complètement différente, juste parce que j'ai une contrainte. Donc ce que se sont dit les mathématiciens de l'époque, c'est comment est-ce qu'on peut faire, Lagrange en particulier, comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça avec la même équation, de manière que ce soit complètement pareil. Et bien il s'est dit, c'est pas grave, je vais trouver une fonction, je vais inventer une fonction, telle que quand je dérive par rapport à lambda, alors attention, là ça devient un petit peu technique, donc si je différencie par rapport à lambda cette fonction, je dois trouver la contrainte. Pourquoi? Parce que si je différencie par rapport à lambda, je sais que je dois trouver 0 puisque c'est un point critique que je cherche. D'accord? Donc je cherche une fonction telle que si je différencie par rapport à lambda cette fonction, je trouve directement la contrainte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme fonction? Je veux dire, c'est hyper intelligent, mais en même temps, c'est hyper simple ce qu'il a fait. Il a dit, c'est pas compliqué, je veux une fonction que si je dérive par rapport à lambda, je trouve ce qu'il y a devant lambda. En gros, c'est ça. Donc je prends lambda, je multiplie par la contrainte. D'accord? Puisque si je différencie ce truc par rapport à lambda, qu'est-ce que je trouve? Je trouve exactement ça. OK? Vous comprenez? Et comme ce truc-là à gauche, là, f de r et h, ça ne dépend pas de lambda, donc quand on différencie tout ce bazar par rapport à lambda, qu'est-ce qu'on fait? Ça, il ne se passe rien. Le lambda, il disparaît, et donc je trouve la contrainte. Et la contrainte, je veux qu'elle soit 0. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais minimiser ce Lagrangien par rapport à R, par rapport à H, mais aussi, et c'est très important, par rapport à lambda, et il s'appelle, pas pour rien, le multiplicateur de Lagrange. Et ce qui est cool, c'est que si vous avez 37 contraintes, vous pouvez mettre 37 multiplicateurs de Lagrange, et vous pouvez écrire exactement la même équation avec aucune différence. Donc ça, c'est super cool, parce qu'il y a une méthode pour tout. Donc c'est très intelligent, très simple, comme toutes les méthodes intelligentes, elles sont souvent très simples, c'est hyper simple, tout le monde comprend en 2 minutes, et on arrive à résoudre tous les problèmes d'optimisation. Donc ça, je ne l'avais pas mis jusqu'à cette année, donc ça fait longtemps que j'enseigne ce cours, comme je vous ai dit, mais c'est la première fois que je l'enseigne. J'ai toujours eu un peu peur, parce que voilà... Mais en réalité, je trouve que c'est tout à fait utile. Vous pouvez l'utiliser vraiment pendant toutes vos études. D'ailleurs, petite note de parenthèse, tout ce que je vous ai mis en ligne là, sur le fichier PDF, certains ont eu un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de matériaux dedans. Vous inquiétez pas, ça ne va pas être pour cette année. Hein. Mais j'espère que tout ce qu'il y a dedans vous aidera à comprendre le reste des cours. C'est surtout ça. Parce que comme vous n'avez pas vraiment beaucoup de maths, vous avez maintenant et le 2e semestre et après bye-bye. Donc, je me suis dit, c'est quand même utile et je vais continuer. Je vais certainement faire la suite pour la partie 2 du cours, même si ce n'est pas moi qui donne le cours, parce que je pense que ça peut être utile que vous ayez un peu de base et un petit fascicule, quelque chose dans la main que vous puissiez utiliser partout pour vous rappeler des choses importantes. Voilà. Parce qu'avant, c'était des mathématiciens qui enseignaient les maths, ici. Mais ça n'allait pas parce que les élèves se plaignaient que c'était beaucoup trop théorique. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui était entre ce que faisaient mes collègues et ce que j'aurais fait moi de manière plus intuitive. Ok, donc bref, donc on différencie par rapport à R, H et lambda, et on dit que les 3 doivent être 0, exactement comme un point critique qu'on a eu avant, hein, aucune différence. On va avoir les 3 dérivés qui vont s'annuler.
La dernière, ça nous donne la contrainte. Et celle-ci, ça nous donne la minimisation de la fonction objective. Ensuite, on écrit tout le blabla et on trouve que, quoi ? On résout. Tout simplement, on résout. Donc vous voyez, là, c'est encore des équations non linéaires. C'est un très bon exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez ici, vous vous souvenez, je vous ai donné cette équation-là, xy égale je ne sais pas quoi, et puis x2 plus y égale y0, un truc comme ça. Juste avant, je vous ai donné cet exemple que je vous ai calculé un peu rapidement, juste pour vous dire que c'est une équation non linéaire de x et y. Ici, c'est pareil. On a une équation non linéaire de r et h. Équation non linéaire ici aussi, r carré, et r de h, c'est aussi non linéaire. Okay. Non linéaire, vous voyez ce que ça veut dire. Par exemple, si j'ai 2R plus 3H, ça c'est linéaire en R et H. D'accord ? Alors que si j'ai 2R fois H, ça c'est pas linéaire. Parce que R est multiplié par H. Si j'ai H carré, c'est pas linéaire. R carré, c'est pas linéaire. Sinus de R, c'est pas linéaire. D'accord ? N'importe quoi qui n'est pas une somme, c'est pas linéaire. Voilà. Donc c'est simple. D'accord ? Après, il y a une définition exacte, on ne va pas la faire maintenant. Voilà, donc on a les trois qui sont égaux à 0. On se débrouille comme on peut pour résoudre ce truc. Il n'y a pas de méthode, donc on fait ce qu'on peut. Voilà. On cherche jusqu'à ce qu'on trouve. Et on trouve que h est égal à 2r, c'est-à-dire que h, c'est le diamètre du disque. Donc c'est cool. Ça veut dire que si vous voulez optimiser des canettes de coca, il faut qu'elles fassent 2 fois leur hauteur par rapport à leur rayon. Et ce n'est pas du tout la forme d'une canette de coca, d'après ce que je sais, mais peut-être je me trompe. Ça se trouve, c'est juste. C'est peut-être juste. Je ne sais pas. Vous avez vérifié ? Quelqu'un a eu la curiosité ? Non ? J'ai failli le faire, mais je n'avais pas de canette. Donc, ok, non. Pas grave. Ok, donc maintenant, on va passer ça, on va aussi passer ça, on va passer ça. Ensuite, je vous ai parlé de pénalité, donc ça, vous pouvez l'oublier pour l'instant. Vous pouvez juste l'oublier. Voilà. Donc maintenant, on va parler de Taylor. Okay ? Donc on a déjà commencé la dernière fois. Jusque-là, on s'intéressait toujours à avoir une approximation qui était linéaire. Donc notre but, c'était vraiment de faire passer des tangentes et de trouver les gradients, les zéros, etc. Donc là, maintenant, notre but, c'est vraiment, on imagine que quelqu'un nous a donné une courbe qui ressemble à ce truc, d'accord, comme ça. Ou alors, on nous a donné, comme j'ai dit la dernière fois, un nuage de points. Alors ça arrive vraiment très souvent. Hier, on regardait des données avec ma compagne sur des données biologiques sur la maladie de Parkinson. Et il y avait une régression statistique à faire. Et là, dans ce cas-là, c'est une régression linéaire. Donc, on faisait passer une ligne par un nuage de points. Et on essayait de savoir quelle était la pente de cette ligne, de cette droite, et quelle était son ordonnée à l'origine. Donc, quelle était exactement l'approximation qui passait à travers ce nuage de points. D'accord ? Donc, ça va bien si on a un nuage qui a une direction. Alors, souvent, on a des nuages, ça ressemble plutôt à des disques. Donc, si on veut faire passer une droite là, ça ressemble un peu à n'importe quoi, parce que n'importe quelle droite va être capable de minimiser la distance à ces points. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus facile si le nuage de points a une directionnalité comme ça, parce que là, on voit bien que la droite qui va passer au milieu de ces points va être une bonne approximation. D'accord ? Donc, ici, c'est exactement la même chose. On va avoir une fonction, soit on va avoir souvent une fonction qui n'est pas donnée analytiquement, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'équation pour cette fonction, ça peut être des données qu'on a mesurées avec un senseur. Et notre but, ça va être de pouvoir utiliser cette donnée. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on me donne un nuage de points, qu'est-ce que je peux faire avec un nuage de points ? Bon, ce n'est pas très pratique. Parce que si je veux maintenant évaluer, j'essaye de vous expliquer pourquoi on fait Taylor. C'est pour ça que je fais tout ce blabla maintenant, pour que vous compreniez la logique. Donc, si on me donne un nuage de points, ça veut dire des mesures. On me dit, par exemple, au temps x égale 3 jours,
la résistance du béton est, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 mégapascales. J'espère pas. Bon, OK. Et donc, je mesure ça au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 28 jours, etc. Et la résistance à 28 jours du béton, elle est de je ne sais pas quoi. Et ça, je suis content parce que c'est la limite que je voulais. Bon, donc j'ai un nuage de points. Et maintenant, si on ne me demande pas à 13 jours où j'ai mesuré, mais à 13 jours, 4 heures, 5 minutes et 10 secondes, quelle est la résistance? Je n'ai pas de mesure. D'accord? Donc, il va falloir que j'ai une fonction qui me permette d'évaluer la chose qui m'intéresse entre 2 points. D'accord? Parce que j'ai un point ici, j'ai un point ici, mais entre les deux, je ne sais rien. D'accord? Donc, si je zoome là, je vois ici ce qui se passe, je vois ici ce qui se passe, mais si on me demande ici ce qui se passe, je ne sais pas. Donc, on a plusieurs méthodes pour résoudre ce problème. La première méthode qui serait simple, c'est de dire, je vais juste relier les points avec une ligne. Bon, c'est moche, mais ça marche plutôt pas mal. C'est la méthode la plus basique. Évidemment, ça marche. La deuxième méthode, c'est de faire passer un polynôme par ce nuage de points. D'accord? On peut choisir de faire passer une droite, on peut choisir de faire passer une parabole, on peut choisir de faire passer une équation du 3e degré, du 4e degré, du 5e degré, etc., jusqu'à ce qu'on ait assez de précision. Okay? Et il y a un théorème qui dit que plus le polynôme est de haut degré, mieux on va approximer la fonction. Ce qui est rassurant, parce que plus on met d'énergie dans quelque chose, plus notre solution est correcte. La dernière fois, on avait dit, donc là, la droite qu'on approxime, c'est cette droite noire. On avait dit, OK, la solution la plus simple, c'est de supposer que c'est constant. Et on avait bien vu que là, ce n'était pas juste pendant très longtemps. Okay? Si on regarde très proche de ce point-là, eh bien, l'approximation constante, elle est juste au point, bien sûr, mais dès qu'on s'éloigne un peu, ça devient faux, et ça devient faux très rapidement. Maintenant, si on prend cette approximation qui est linéaire, eh bien, on a vu qu'elle devenait fausse, elle aussi, mais elle devenait fausse légèrement plus tard. Donc, on a ici une erreur qu'on peut voir entre la droite noire et... Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, calme-toi. Ah oui, je sais ce qui se passe. Entre la droite noire et... Ok, laisse tomber. Donc, on voit bien que là, l'erreur est beaucoup plus petite. Ensuite, si on fait passer une courbe quadratique, on a vu que l'erreur était encore plus petite et qu'elle collait à la fonction encore plus loin. D'accord ? Elle colle beaucoup plus loin. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, si on prend une fonction d'ordre 5, là, elle est presque impossible à distinguer jusqu'ici, alors que le point était ici. Donc, ça fait quand même pas mal. Ça veut dire qu'on est relativement précis. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est toute l'idée de Taylor. Taylor, c'est exactement ça. Comment on fait passer des fonctions polynomiales à travers une fonction qui n'est pas polynomiale. Et voilà, pourquoi c'est utile ? Tout simplement parce que si je vous donne une fonction, ça a l'air de rien, mais une fonction sinus, cosinus, tangente, maintenant vous avez l'habitude, vous prenez votre calculatrice, vous appuyez, vous faites tangente 23 degrés, et le truc, il vous donne une solution. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant qu'on ait des calculatrices, on devait calculer les tangentes, les logarithmes, les racines carrées à la main avec une grande fiche. Ma grand-mère faisait ça. Elle avait d'un côté l'entrée et l'autre côté la sortie. Donc, par exemple, le logarithme, c'était dans une abac. C'était une table de logarithme. On lui donnait 1,7. Elle regardait sur le truc. OK, 1,7 logarithme, ça fait ça. OK, donc, pom, pom, pom. Voilà ce qu'elle faisait. Et c'est exactement la même chose si on réfléchit. Parce que le logarithme, c'est une fonction qui n'est pas un polynôme. Donc, comment on calcule le logarithme à la main si on ne nous dit rien ? Justement, l'idée de calculer un logarithme à la main, ou un sinus à la main, une racine carrée à la main, c'est de faire un développement en polynôme. Et pourquoi c'est pratique ? Parce que A0, c'est une constante. X, on peut le calculer. Supposons que X, on nous donne, c'est 1,7. On calcule ici
A1, on va nous donner les coefficients. Donc, par exemple, A0, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ça va être 2,3 plus 1,2 fois 1,7 plus A2, on va dire que c'est 1,3 fois 1,7 au carré, plus A3, on va dire que c'est 1,4 pour faire joli, fois 1,7 puissance 3, etc. Donc maintenant, si je vous donne, calculez-moi ce truc pour x égale 1,7, vous le mettez là-dedans, vous le rentrez là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans, et vous pouvez calculer le logarithme. Donc si je vous donne une fonction de x qui n'a que des puissances, qui est approximativement le logarithme ou approximativement le sinus, ben vous pouvez direct le calculer en faisant une somme de puissance de la chose que je vous donne. C'est tout. Donc c'est hyper simple. C'est pour ça qu'on aime ça. Et pourquoi on aime ça si on va un peu plus loin? Parce que les ordinateurs, ils sont faits pour faire ça. Un ordinateur, c'est fait pour faire des sommes et des produits. Ça ne sait rien faire d'autre. Donc, si on utilise cette approximation, elle est hyper pratique pour un ordinateur, parce qu'un ordinateur, ça sait faire des sommes et des multiplications de manière, pas optimale, mais très rapide. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Si vous avez une fonction qui est très complexe à estimer, vous pouvez utiliser des polynômes, et les polynômes vous simplifieront grandement le travail. OK? OK, bon, jusqu'à maintenant, on a compris. Ça me donne d'ailleurs une idée de comment expliquer ça la prochaine fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a une fonction qui a... Donc, dans tout ce qu'on va dire, déjà, premièrement, on va prendre une variable, parce que je n'ai pas du tout envie... Enfin, je vais peut-être vous donner l'équation une fois pour deux variables, on va dire. Ah, allez, peut-être je vais même vous la donner pour n variables, juste que vous sachiez ce que ça veut dire, mais on ne fera que des calculs avec une variable, parce que c'est suffisamment complexe comme ça. En fait, après, c'est pas plus dur, c'est juste plus long. Donc, on va... notre but, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on peut dire? Taylor, donc c'est soit une expansion, on peut aussi dire une approximation. Voilà, donc ça, c'est la suite. Donc le but, c'est de trouver une fonction polynomiale qui s'approche d'une fonction f, bon, on va dire de R dans R pour l'instant. Ensuite, on va dire qu'elle est suffisamment continue. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous pouvez juste vous souvenir que on doit avoir une fonction suffisamment lisse pour pouvoir prendre une expansion de Taylor, parce que vous verrez que c'est relié aux dérivés. Suffisamment continue en un point. Donc ça, c'est très important. En un point qu'on va appeler A de R. OK? Et pourquoi est-ce que c'est important en un point? Je vous laisse écrire d'abord. C'est important parce que je vous ai montré sur l'exemple précédent, la fonction, c'est une approximation, le polynôme est une bonne approximation seulement autour du point. Dès qu'on commence à aller plus loin, ça devient faux. Donc, si on veut avoir une approximation locale, on doit se souvenir que notre approximation sera valable autour de A, donc pas très loin, mais que dès qu'on s'éloigne, ça deviendra tout simplement faux. OK, donc à quoi est-ce que ce truc ressemble? Donc on cherche donc un polynôme
Pn de x. Alors, je vais l'écrire de x, comme ça. Et je vais écrire x petit. Normalement, polynôme, ça s'écrit avec des grands x. Moi, je vais l'écrire autrement, tel que... Donc, f de x, soit approximativement Pn de x. Et ça, c'est égal à f de a plus la dérivée de f en a que multiplie x moins a plus la dérivée seconde en a sur factoriel 2 que multiplie x moins a le tout au carré plus etc. plus la dérivée n-ième évaluée en a de f divisé par factoriel n multiplié par x moins a puissance n. OK. Alors, on va regarder cette formule. Première chose qu'on voit, c'est que ici, on a un à peu près égal. Ce qui n'est pas du tout précis. Donc, on va devoir préciser ce que veut dire à peu près égal. La deuxième chose qu'on voit, c'est que c'est relativement évident ce qu'on a écrit si on s'arrête ici. Donc, c'est évident parce que si j'imagine une fonction, je vais en faire un petit graphe parce que c'est facile, que la fonction a une courbe peut-être comme ça, et que je veux chercher l'approximation autour de A, eh bien, ce que je peux faire, c'est que si je me place en un point X, par exemple ici, un petit peu plus loin que A, par exemple, je vais avoir entre ces deux points la distance x moins A. Et si je cherche la valeur f en x, c'est-à-dire ceci, et que je connais la valeur f en a, c'est-à-dire cela, eh bien, une approximation de la valeur de f en x, c'est quoi la valeur de f en x? Ben, c'est ça, je vais juste bêtement lire ici. Ça, c'est f de a. Donc là, il suffit que j'utilise l'idée de la dérivée. Et qu'est-ce que je trouve? Ben, je vais tracer une droite qui est tangente à la courbe. Ça va avoir pour pente la dérivée. Donc ça veut dire que cette hauteur ici, c'est égal à x moins a multiplié par f' de a. D'accord? Pente égale f' de a. Donc on utilise la tangente de l'angle. D'accord? La tangente de l'angle, c'est la pente de la droite. L'angle, il est ici. Et donc, si je calcule la hauteur qui est ici, eh bien, c'est x moins a fois f' de a. Et maintenant, cette hauteur-là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est f de a.
Et si je les mets ensemble, ce point-là, il est à la hauteur f de A plus f' de A fois x moins A. OK? Donc, ça, cette distance-là, c'est l'erreur. Donc là, j'ai fait une approximation de Taylor au point A en utilisant tout simplement la dérivée. Rien de plus simple que ça. Vous voyez? C'est pas en fait très compliqué. Et bien maintenant, ce qu'on ferait si on avait l'ordre 2, ben, on calculerait la dérivée seconde. Et on ajouterait une petite contribution. Et donc l'erreur qu'on voit ici, si on ajoute la petite contribution, ben, le point, au lieu d'être ici, il sera ici. Et on sera plus proche de la courbe. Avec une approximation d'ordre 3, on finira ici, encore plus proche. Ordre 4, ici. Ordre 5, ici. Et finalement, on arrivera presque sur la courbe. Voilà, c'est tout. C'est ça l'idée. Compris? Question? Tout va bien? OK. Donc maintenant, à quoi est-ce que ressemble le reste? Donc le reste, ça va être utile parce que le reste ou l'erreur. Donc reste ou erreur. Donc pourquoi est-ce que même on parle du reste ou de l'erreur? Je vais vous reprendre cette formule. Désolé que ce soit si facile pour moi de copier-coller et pour vous non. Enfin peut-être que si d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, donc le reste ou l'erreur. Donc là on vient de dire que c'est approximativement égal. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire, approximativement égal? Bon, ça veut dire que si je n'ai pas envie d'écrire ça comme ça, je voudrais peut-être écrire f de x égale, exactement égal. Et égale quoi? Ben, égale ce truc. OK, donc égale la même chose, mais sauf que là, maintenant, c'est évidemment faux. Si j'écris ça comme ça, c'est faux. On est d'accord? Pourquoi est-ce que c'est faux? Quelqu'un peut me dire pourquoi c'est faux? Alors ici c'est juste, mais ici c'est faux. Oui. Voilà, exactement. Exactement ce que je voulais vous faire dire. Plus erreur. Alors il ne faut pas écrire trop vite, Stéphane. On se calme. Erreur. Voilà. Et l'erreur, ben, c'est ce qu'on a mesuré là, ici. Donc ce que j'ai dit en écrivant égal, j'ai dit que ce point était ce point. D'accord? J'ai dit qu'ici, il n'y a rien. C'est ça que ça veut dire égal. Ça veut dire que ce n'est pas approximativement égal. Ça, ce serait approximativement égal. Mais en maths, ça n'existe pas, approximativement égal. Okay? Ce n'est pas un signe. D'accord? Quand c'est égal à quelque chose, avec une erreur. Ça, oui. Mais on ne peut pas dire approximativement égal. On peut dire équivalent. Ça existe. Mais on ne peut pas dire approximativement égal. Ça n'existe pas. OK, donc il y a une erreur. Et l'erreur, comment, à votre avis, à quoi elle ressemble? Donc supposons, juste pour dire, que maintenant, je ne vais pas écrire toute cette formule qui est hyper compliquée, que j'ai d'ailleurs pas complètement expliquée, mais c'est volontaire. Donc, je vais simplement écrire ça. Maintenant, supposons que j'écrive, on va écrire ça, le cas linéaire, donc ordre 1.
Alors là, je commence à vous introduire des nouvelles notations, par exemple, l'ordre d'une expansion. D'accord ? Ici, l'ordre, c'est l'ordre n. Ordre n. Vous allez me demander ce qui est écrit, je le sens. Ordre n. Si je m'arrête ici, ce serait l'ordre 2. Si je m'arrêtais au 2. D'accord ? Donc, si on regarde le cas linéaire, on écrit, OK, f de x. Donc maintenant, c'est plus faux parce que j'ai dit plus erreur. F de x égale f de a plus f' de a fois x moins a. Alors ça, c'est faux. Il nous faut autre chose. À votre avis, en regardant ce qu'on a écrit là-haut, qu'est-ce que je devrais mettre ici ? Il y a quelqu'un qui m'a posé d'ailleurs la question. Oui ? Oui, il faut rajouter l'erreur, bravo. Alors, cette erreur, elle est de... à quoi elle ressemble ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait maintenant me donner plus de détails sur à quoi ressemble cette erreur ? Enfin, pas... à quoi elle ressemble, quoi. Petite idée ? Une droite verticale, oui. Alors ça, c'est ce qu'on avait tracé ici, effectivement. Donc, si on a cette approximation, on avait le f' de a qui va là, et on avait ici l'erreur. Donc, c'est la longueur de ce segment de droite, effectivement. Et maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi je peux m'attendre ? Est-ce que si je... c'est difficile de poser la question correctement. Ok, je sais comment je vais poser la question. Si, on va revenir ici. Donc, supposons, attention, c'est un peu complexe. Supposons que maintenant, mon x, il se rapproche de a. À quelle vitesse est-ce que cette erreur va diminuer par rapport à la distance entre x et a ? Maintenant, je vais vous poser la question dans le cas qu'on vient déjà de faire. Si je suis ici, dans ce cas-là, x moins a, f' de a, c'est mon approximation. Okay ? Maintenant, à quelle vitesse est-ce que cette chose-là grandit quand je m'éloigne de a ? Je vais répéter la question. Je pars de a, je bouge vers la droite, d'accord ? Et je mesure cette hauteur. Puis, je vais là, et je mesure cette hauteur. Puis, je vais là, je mesure cette hauteur. Oui ? Voilà, exactement. Donc, c'est proportionnel à la distance entre x et a, pour être précis. Donc, c'est proportionnel à x moins a. Donc, c'est linéaire en x moins a. Donc, maintenant, la question que je vous pose, c'est si on est ordre 2, c'est-à-dire cette erreur-là, eh bien, elle va croître, elle va grandir à quelle vitesse ? Eh bien, si je m'arrête au premier ordre, tout ce truc c'est linéaire, eh bien le terme d'après, c'est le terme le plus grand. Alors ça, c'est très difficile à comprendre au début. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Et si vous êtes un peu perdu maintenant, juste maintenant, c'est normal. Hein ? Donc, ne vous inquiétez pas. N'abandonnez pas, on va y arriver. Donc, là, vous avez un terme de plus. Ce terme, il y a un carré là. Okay ? Donc, on vient de voir que le x moins a, il augmente linéairement, proportionnel, comme disait votre camarade. D'accord ? C'est proportionnel, c'est-à-dire que ça bouge de manière linéaire. D'accord ? Maintenant, ce x moins a est au carré, donc ça veut dire qu'il bouge de manière quadratique. Okay ? Donc, ça veut dire que l'erreur qui est là, elle ne peut pas être plus petite que le carré de x moins a au carré. Ça doit être quelque chose qui varie selon x moins a au carré. Parce que si on veut égal, exactement égal, il nous faut tous ces termes-là. Tous. Vous voyez, tous.
Il nous faut tous ces termes, tous. Là, c'est égal. Il nous faut un nombre, il nous faut un nombre infini de termes pour que ce soit égal. D'accord? Si on veut que ce soit approximativement égal, c'est autre chose. Mais égal, il faut tous les termes. Et quel est le terme? Attention, maintenant c'est difficile. Quel est le terme le plus grand de tous ces termes? Donc là, je vais répéter quels sont les termes. On a un coefficient, ça c'est une constante. On a ce truc, x moins a au carré. Ensuite, on a encore une constante, x moins a au cube. Encore une constante, x moins a puissance 4. Et maintenant, on suppose qu'on se rapproche de a. C'est-à-dire que x, il va devenir très proche de a. Quels sont les termes les plus grands et les termes les plus petits dans toute cette liste de termes? Quel est le terme le plus grand? Si on commence ici, à x moins a au carré, et qu'on finit à x moins a puissance 100, par exemple. Quel est le terme le plus grand? Entre x moins a puissance 2 et x moins a puissance 100. Si x se rapproche de a, donc on va dire que x il est très proche de a. La distance entre x et a, c'est très petit. Quel est le terme le plus grand? Oui. Avec l'exposant le plus petit. Voilà, exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le terme le plus grand de toute cette liste, c'est celui-là. Clair. Si, par exemple, x moins a égale 10 moins 1, bah, ce terme, c'est 10 moins 2. Oui. Si ici, x moins a, c'est 10 moins 1, et que le n, c'est égal à 100, bah, c'est 10 puissance moins 100. C'est minuscule. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on ajoute des petits termes de plus en plus petits. Et on corrige, et à chaque fois, on ajoute comme un chiffre significatif qui nous intéresse. À chaque fois, on ajoute une décimale, si on veut. Okay? Donc là, ce qui est important de voir, c'est que cette erreur, elle est d'ordre 2. Et donc, c'est comme ça qu'on l'écrit en maths. On écrit cette erreur, c'est d'ordre... Alors, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur ce truc non plus. x moins a puissance 2. Tout ce que vous devez savoir, ça veut dire que cet ordre x moins a puissance 2. Ça veut dire que ça va vers 0 comme x moins a puissance 2. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai expliqué? Ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante, c'est que quand on a une approximation, si on écrit un signe égal, il faut bien être conscient de ce qu'on veut dire par égal. Égal, ça veut dire exactement égal. Et on ne peut dire exactement égal que si on prend en compte cette erreur. Première chose. Deuxième chose, cette erreur, elle est toujours d'un ordre plus élevé que le terme précédent. C'est au moins un de plus. Et quelqu'un qui, peut-être ici, peut-être pas, m'a écrit une question à propos des notes de cours et m'a fait remarquer que j'ai écrit quelque chose de faux, maintenant qui est corrigé, parce que je parlais d'une fonction sinus, et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Donc une fonction impaire, ça va avoir... Maintenant, si vous ne comprenez pas, c'est aussi pas grave, je reviendrai dessus. Ça va avoir ici seulement les puissances impaires. Ça veut dire que si je fais l'expansion de Taylor, je vais avoir x moins a, je n'aurai pas x moins 2, donc celle-là, il n'y en aura pas, parce que c'est une fonction impaire, donc la dérivée seconde en 0, c'est 0. Puis, je vais avoir l'exposant 3, 4, je n'aurai pas, je vais avoir 5, 6, je n'aurai pas, je vais avoir 7, donc tous les exposants impairs. Okay, ça, c'est l'expansion de sinus, on reviendra dessus. Et donc, ça veut dire que l'ordre de l'erreur, ça ne va pas être puissance 2 comme ici, mais ça va être directement puissance 3, parce que le 2, il disparaît. Et ça, je m'étais trompé dans l'écriture, et c'était donc pas précis. Et donc, merci de m'avoir fait remarquer. OK. Donc là, on a f de x égale f de a plus f' de x moins a plus erreur. Voilà, donc ça c'est tout. Et ensuite, on sait même écrire exactement à quoi ressemble cette erreur. Donc ça, c'est dans les notes de cours, dans le paragraphe 2.2.
Je ne vais pas le réécrire ici parce que ce n'est pas nécessaire de le savoir. C'est juste plus de détails. OK. Ensuite, je vais vous... Ouais, je crois que c'est tout. On va directement passer à des exemples. Enfin, avant ça, on va quand même voir quand même les définitions de quand peut-on utiliser l'expansion de Taylor. Donc, quand, ça veut dire pour quelle fonction est-ce qu'on peut l'utiliser, pour quelle fonction on ne peut pas. J'en ai un peu parlé, mais je voudrais quand même le dire. Donc, f doit être continu. F doit être dérivable ou différenciable n fois d'ordre n. F doit être dérivable n fois et f dérivé n plus une fois, c'est-à-dire df dx, donc dn plus 1 dxn plus 1 doit être borné. Ok, donc borné, ça veut juste dire ça veut dire qu'il ne va pas à l'infini sur l'intervalle. Hein. Un intervalle ou un voisinage de A appartenant à R. Voilà. Et c'est tout. Donc, contre-exemple. Ah bah tiens, je vais vous demander. Je vais vous demander des contre-exemples. Qui pourrait me donner un contre-exemple, une fonction dont on ne pourrait pas calculer l'expansion de Taylor? Ah, oui. Oui, allez-y. Donc on cherche une fonction, par exemple, qui n'est pas continue, ou une fonction qui n'est pas dérivable n fois. Donc ça suffit qu'elle ne soit pas dérivable une fois. Quelqu'un a une idée? Perfect. Square root of x at 0. So square root of x at 0. Please. Voilà. Donc ici, en ce point, ce n'est pas dérivable parce que la dérivée, c'est ce truc et c'est infini. Alors, quelqu'un a une autre idée? Pardon? Ln, oui, en 0. Alors, vous voyez, je rajoute toujours en 0. Hein, c'est pas juste. D'ailleurs, elle ressemble, hein, ln à racine carrée. Bon, c'est très moche. Donc, ln de x, en 0, elle est aussi pas dérivable, puisqu'elle n'est même pas définie. Donc, c'est encore pire. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner une fonction qui est un peu comme racine de x, qui est continue, mais pas dérivable? En 0. Oui, n'importe qui, comme vous voulez. Ah, voilà, c'est exactement celle-là que je voulais. Merci. Et votre collègue, vous voulez la même chose?
1 sur x, ouais, j'avais entendu, il me semblait bien. C'était très bien aussi, 1 sur x. 1 sur x. Alors, 1 sur x, ça ressemble à ça. Et ça, c'est valeur absolue de x. Voilà, donc valeur absolue de x, vous voyez, elle est continue partout, mais pas dérivable en 0. En 0, on a un problème. Est-ce que tout le monde est clair sur pourquoi elle n'est pas dérivable en 0? Non? Vous avez dit oui ou non? Vous avez dit non, c'est bien. Très bien, c'est toujours bien de savoir ce qu'on ne sait pas. Alors, pourquoi elle n'est pas dérivable? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à expliquer? Because if you approach 0 from the left side, it's negative infinity. And if you approach from the right side, it's infinity. So you can't. Exactly. It's two values at the same time. Okay, thanks. Perfect. Donc, la réponse de votre camarade, c'est la suivante, c'est que si on se rapproche de 0 par la droite, c'est-à-dire qu'on regarde ici, la dérivée, je vais refaire un autre schéma. Donc, on va faire juste valeur absolue maintenant. Donc, valeur absolue de x, c'est ça. Hop et hop. Si on calcule la dérivée, ici, c'est 1 du côté droit et moins 1 du côté gauche. D'accord? Parce que la dérivée ici, valeur absolue de x égale x, et ici, valeur absolue de x égale moins x. Donc la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc ça veut dire qu'en un seul point, en 0, on a deux valeurs. Et donc ça veut dire que la dérivée n'est pas une fonction, et si ce n'est pas une fonction, elle n'existe pas, et donc elle n'est pas dérivable. Okay? Ça, c'est une excellente question, parce que quand on dit que quelque chose n'est pas dérivable, ça ne veut pas juste dire la valeur est infinie, ça ne veut pas juste dire ça n'existe pas, ça peut vouloir dire j'ai plusieurs valeurs. Et là, c'est le cas. Okay? Donc, excellent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est tout. Il y a évidemment un nombre infini d'exemples. Hein. Alors, maintenant, on va s'amuser à faire ça pour... Donc, on va appeler ça calcul pratique, parce que c'est quand même utile. Alors, on va prendre tout simplement le cas dont je parlais il y a 2 minutes. On va prendre la fonction qui a x à ceci, à vos souhaits, sinus x, et on va faire l'expansion en 0. OK, donc méthode générale, ça marche tout le temps. Donc, pas compliqué. Ah oui, puis il faudrait peut-être dire à quel ordre. On va dire à l'ordre 5. Donc, comment on fait? Premièrement, on calcule les dérivées. Donc, dérivée d sinus sur dx égale cosinus x. Ok, donc ça aide de le savoir, parce que sinon, si on ne sait pas ça, on a un problème. Donc celui-là, on va l'appeler donc f' de x égale. Ensuite, on calcule la dérivée seconde. F seconde de x égale d sur dx de cosinus x égale moins sinus de x. F3, donc dérivée troisième de x, égale d sur dx de moins sinus x égale moins cosinus x.
Dérivée quatrième de x, on commence à comprendre comment ça marche. D sur dx de moins cosinus x égale plus sinus x. Et on peut calculer la dernière, f dérivée cinquième en x égale d sur dx de ce qui nous avait donné précédemment, sinus x, c'est-à-dire plus cosinus de x. Pas besoin de mettre le plus. All right. Donc, maintenant, si on calcule ça en 0, donc déjà, premièrement, f' et OK. Donc, f' en 0, c'est cosinus 0 égale 1. F seconde en 0, c'est moins sinus 0 égale 0. F3 en 0 égale moins cosinus 0 égale moins 1. Et je l'écris faux. Égale moins 1. F dérivée 4 fois en 0 égale sinus 0 égale 0. Et f dérivée 5 fois en 0 égale cosinus 0 égale 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a une succession de 1, moins 1, 1, et que toutes les dérivées paires sont 0, et toutes les dérivées impaires sont soit 1, soit moins 1, et que c'est une alternance. Ça commence par 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. OK, donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à écrire l'expansion de Taylor. Ça veut dire que sinus x égale à x. Ah, on a oublié 0. Hein. On a oublié le f. Donc, il faut l'écrire là quand même quelque part. F de 0 égale, c'est ici, f de 0 égale sinus 0 égale 0. Donc là, ici, on écrit, pour être cohérent, f de x égale sinus x. Voilà. Donc, sinus x égale, on va tout écrire. Hein. Donc, sinus de 0 plus x fois la dérivée, donc f' en 0, c'est-à-dire cosinus de 0. Donc, je vais juste vous l'écrire pour que vous compreniez bien d'où ça vient. Donc, celui-là, il vient de là. Plus x carré sur factoriel 2 multiplié par moins sinus de 0. Celui-là, il vient de là. Plus x puissance 3 sur factoriel 3, le prochain, c'est-à-dire moins cosinus de 0. Donc celui-là, on va dire que c'est celui-là. J'espère que vous n'êtes pas aussi daltonien que moi. Je sais pas, moins sinus 0 carré. Est-ce que c'est ordre de... Non. Donc le carré, désolé, il fallait que je réfléchisse pour être sûr de ne pas répondre n'importe quoi. Non, le carré, ici, il est ici. Hein. Donc les exposants, ils sont 1, 2, 3, etc. Et ce qu'on a devant, si on regarde la formule,
T'es où, formule? On va reprendre celle qui est un petit peu bien écrite, peut-être. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, celui-là, c'est ce que c'est. Là, en ce moment, c'est ce qu'on a. Non, c'était pas sinus, c'était cosinus. Donc ça, c'était cosinus de 0. OK? C'est celui-là. Donc, il n'a pas de carré. Et ici, le 2, ça doit être moins sinus, j'imagine, de 0. Et ce truc-là, et c'est ça. Et ce truc-là, il n'a pas non plus de carré. Le seul truc qui a un carré, c'est la distance entre x et a. OK? C'est-à-dire ça. Donc, dans notre cas, x. Mais excellente question, hein, parce que c'est toujours des trucs qui cassent la tête. Alors, ensuite, on continue. Plus x puissance 4 sur factoriel 4. Donc, il y a un truc que j'aurais pu écrire, c'est sinus de x moins 0, hein, parce qu'on évalue en 0. Donc, oui. J'ai une question. Oui. Par exemple, ici, le f prime prime, c'est le sinus 0. Mais on a écrit que c'est f prime de a fois x moins 1. Puis ici, on a que x cube et pas x moins 4. Ah oui, ok. Je vois, vous inquiétez pas, ça va devenir clair. C'est une excellente question, ça va venir. C'est... Ça vient tout simplement du fait qu'ici, on est A égale 0. C'est tout. Donc, c'est un cas particulier, finalement. Donc, je vais faire d'autres cas, parce que ça, c'est toujours un problème de compréhension. Ça arrive tout le temps. Je ferai d'autres exemples où on a un A qui n'est pas 0 pour que vous voyez la différence. Mais c'est une excellente question. Donc, x puissance 4 sur 4, que multiplie... Alors, on en est où? On en est à moins cosinus, donc ça doit être moins, donc plus sinus, donc sinus de 0. Vous voyez, j'écris tout pour que vous compreniez bien d'où ça vient. Plus x puissance 5 sur factoriel 5, et finalement, on a fini, fois cosinus de 0. OK, donc là, il nous manque des couleurs, mais je pense que vous avez à peu près compris maintenant que celui-là, c'est celui-là, et on va dire celui-là, c'est celui-là. OK, donc il y a plein de couleurs, mais c'est au moins clair. Et le reste, c'est d'ordre... Le reste, ça va être d'ordre, justement, combien? Voilà, justement, pas 6. C'est ce que votre collègue m'avait fait remarquer par signal. C'est que si j'écris d'ordre 6, c'est effectivement d'ordre 6, mais le 6, ça va être 0, parce que quand on regarde la dérivée sixième en 0, ça va être sinus de 0, et ça, c'est 0. Donc, en fait, il n'est pas là, l'ordre 6. Il n'existe pas. OK? Donc, ça veut dire que l'erreur, elle va être d'ordre 7, justement. Ce truc-là? Non, ça veut dire... Oubliez. Ça veut dire grand O2. Et grand O2, ça veut dire d'ordre. D'ordre x puissance 7. Ça veut dire qu'il se comporte comme x puissance 7 quand x va vers 0. Parce que 6, c'est 0. L'ordre 6, vous voyez, quand on calcule la dérivée, on a 0. Parce que c'est une fonction impaire, donc elle n'a que des dérivées en 0. Toutes ces dérivées paires sont 0. Et seulement les dérivées impaires sont non 0. D'accord? Mais de dire 6, ce n'est pas faux. Enfin, c'est faux, mais parce que l'ordre 6, c'est 0. Donc. Mais l'idée est juste. C'est juste que je m'étais trompé moi-même en l'écrivant parce que
par réflexe, j'ai tout de suite pris l'ordre d'après, mais en fait, c'était faux. Donc, se comporte comme x puissance 7 quand x tend vers 0. Donc, il y a une définition formelle et précise de grand O. Simplement, je ne la fais pas parce qu'on n'a pas que ça à faire et que ça ne va pas vous servir à grand-chose. Mais en gros, si vous voulez la définition, c'est qu'il existe une constante telle qu'on peut écrire le reste comme un produit de la constante fois x puissance 7. Donc, ça veut dire que l'ordre de quelque chose qui est d'ordre x puissance 7, c'est entre guillemets égal, c'est pas égal, à a fois x puissance 7 avec a appartient à R et a qui est bounded, c'est-à-dire borné. Donc, ok. Voilà, mais ça on oublie parce que pour l'instant on s'en fiche. Ça veut juste dire de l'ordre de, c'est tout. Bon, il me semble que c'est un bon endroit où s'arrêter parce que sinon après il va devenir, ça sert à rien qu'on s'excite sur les autres. Oui. Mm-hmm. Okay. So what? Okay, I'll answer, and then you tell me if I got the question right. So I think the question was, if we are not given the order, donc si on ne nous donne pas l'ordre, how do we know where to stop? Which one is the closest, right? Okay. So oui, donc c'est une bonne question. So basically, if we're not given the order, we should take the infinite series. And of course, we cannot take the infinite series. But it's actually a very good question because next time we're going to look at the plot of convergence if we increase the order. Yes? One thing I didn't understand is this is for like unknown functions that we measure and don't know the curve. How do we know the second? Yeah. So no, it's not necessarily for an unknown function. It can be. We start with known functions. But it could be for unknown functions. I just wanted to give you an example where it's easier to understand why it's useful, you know. How would you get the second derivative of an unknown function? So if you didn't know the function, what you could do is you could do that. So let's say that... OK, il y a eu des questions qui sont assez intéressantes. Donc je vais juste répondre aux questions et après vous pouvez aller manger. So let's say that we were given points. We would just need to fit some curve through that and then take the derivative. But first, we would need to do that. Otherwise, the other way would be to... it would be very inaccurate. The other way would be you compute on the right, you subtract, so you compute the first derivative by simply computing how high I am here with respect to there. It gives me a height. Then I divide by that distance, and it gives me a derivative, basically this. But then the problem is, if you need to compute the second derivative, you have 0, so it doesn't work. So you need to take 3 points in order to compute a quadratic approximation there, right? And then you compute the second derivative. So you can do that. It's called finite difference. And that stuff works. However, in that case, it's going to be very ugly. I mean, it's going to really look horrible. So the other way is to do what's called regression. And so the regression, you just fit directly the polynomial using least squares. So actually, I should do that maybe. I was hesitant to do it, but maybe it's an interesting question because... So then you say, okay, this is point I compute xi squared. This is point I minus 1, I compute xi minus 1 squared. Then I do all the sums of the xi squared, I equals 1 to n. And then I try to minimize the distance between a polynomial function and these points. Okay, so you just assume that your polynomial function is p of x. You minimize the sum of the differences between p of xi minus
the actual value at xi Okay, or ui. if I have a curve, Mhm. use all the curves to fit them in intervals and take that to calculate the Yeah, I mean, I actually don't know what AutoCurve is, but I guess it does exactly this. I mean, it's an automatic tool that fits some curve through, yeah, okay. So it does that, except that it's hidden somewhere. But yes, actually, I'd like to know how it works. It could be interesting. Okay, everybody, thank you for your attention, and see you next time.